Toute cette semaine, je vous invite à poser vos valises dans la province la plus française d'Amérique, le Québec bien sûr. La nature y est omniprésente, toujours magnifique en automne surtout, mais le Québec est aussi riche de son histoire, à commencer par celle de la ville de Québec. Antoine de Pressigou et Adrien Ponsard sont nos guides. Notre visite du Vieux-Québec commence par un cours d'histoire au sommet. Bonjour Simon. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Oui. Alors expliquez-moi pourquoi c'est intéressant de prendre de la hauteur. Ici, c'est le lieu de la fondation de la ville de Québec. En 1608, Samuel de Champlain, un Français envoyé par le roi, s'arrête ici. Il va arrêter ici même pour fonder le poste de traite de fourrure, car où on est présentement, c'est l'endroit où le fleuve est le plus étroit. Alors, ça permet un meilleur contrôle du fleuve. Et on est en haut de la falaise, alors on peut voir venir l'ennemi et aussi mieux se défendre. Québec, cela veut dire à l'origine là où le fleuve rétrécit. Un endroit stratégique très disputé pendant de nombreuses années entre Français et Anglais, d'où la présence de ces fortifications. Québec est la seule ville qui a sauvegardé ses fortifications en Amérique du Nord et c'est ainsi qu'on a été reconnu par l'UNESCO comme une ville du patrimoine mondial. Sur ce continent, peu de villes ont un patrimoine aussi riche. Même ses habitants de Montréal, la ville rivale, le reconnaissent de bonne foi. La beauté du fleuve, l'architecture du Québec, de Québec. Tout est beau. Ouais. Ça a 400 ans, c'est tout de beauté. On se tanne pas, on se tanne pas. Hein. On se tanne pas, comprenez par là, on ne se lasse pas de la vue. Et parmi tous les monuments, l'un d'entre eux attire particulièrement les regards. Le château de Frontenac. Construit il y a 130 ans pour héberger les voyageurs qui empruntaient le train dans la région. C'est aujourd'hui l'un des hôtels les plus photographiés au monde. Un palace. Donc, bienvenue dans la suite Churchill. Où vous aurez peut-être la chance de croiser certaines figures historiques. Enfin, leur clone. Surprenant. Bonjour, bienvenue dans la suite Churchill. Ici, on a le grand salon. L'ancien Premier ministre anglais a séjourné à Frontenac pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un peu plus bas dans l'hôtel, en compagnie des dirigeants américains et canadiens, Churchill a préparé dans cette pièce le débarquement en Normandie. Le plan a même été oublié sur les lieux. C'est un employé du château qui l'a retrouvé et qui l'a amené aux militaires. De nombreuses personnalités ont séjourné à Frontenac. Plus récemment, une très grande chanteuse québécoise a conquis l'un de ses premiers publics dans cette salle de bal du château. Céline Dion, qu'on aime, qui est connue partout dans le monde aujourd'hui, a performé ici même dans la salle de bal devant des producteurs qui ont propulsé sa carrière à l'international. Quittons le château et poursuivons notre visite de la ville. Une petite musique attise notre curiosité. Cette fois, ce n'est pas Céline Dion. Nous voici dans la cathédrale de la Sainte Trinité, officieusement l'un des lieux les plus hantés de la capitale. On raconte que l'orgue jouerait parfois de la musique sans que personne n'y soit assis. Mais aujourd'hui, l'organiste était bien de chair et d'os. Il y avait l'histoire que les organistes auraient vu des fantômes pendant la nuit quand ils pratiquaient. Mais ça prédate aussi notre organiste présent. Il n'y a jamais vu de fantôme. Vous êtes sûr, vous confirmez? Oui, je confirme. Vous n'avez jamais vu de fantôme? Jamais vu. Mais ce monument est surtout réputé pour ses vestiges de l'héritage britannique de Québec, comme ses armoiries ou cette vieille Bible. Nous, Français, avons tendance à l'oublier, mais les Britanniques ont conquis Québec au XVIIIe siècle et au milieu du XIXe, presque la moitié de la population parlait anglais. Aujourd'hui, c'est 98% francophone, donc on oublie qu'il y a eu ces liens très importants avec l'Angleterre autrefois. Et partout autour de nous, nous voyons l'évidence de ces liens. Allez, fini les cours d'histoire. Quelques pop-corn au sirop d'érable en guise de goûter. Prenons le temps de flâner un peu dans la vieille ville. C'est aussi comme ça que Québec s'apprécie. On achète une
chemise comme ça. Le soleil se couche. Juste avant la fermeture, nous nous engouffrons dans une boutique un peu particulière, consacrée uniquement à Noël. Elle est ouverte toute l'année, même au cœur de l'été. Vous apprécierez son ambiance et ses milliers d'articles, dont certains vendus plusieurs centaines d'euros. Contentons-nous d'un plus petit souvenir. Celui-ci, c'est vraiment le plus beau. Moi, le prends. La nuit tombée, l'hôtel du Parlement de Québec, là où siège l'Assemblée nationale, en met plein la vue. Mais pas le temps de s'attarder. Les Québécois mangent assez tôt et une table nous attend. Juste ici pour vous, monsieur? Si pour vous, Poutine n'évoque qu'un président belliqueux, c'est que vous ne connaissez pas encore le Québec. Ici, la poutine, c'est le plat incontournable. Alors, on a les frites. Ici, fromage en grain. La deuxième nom, c'est le fromage squeak squeak. C'est son bruit qu'il fait en bouche. On va avoir la sauce poutine, un fond de bœuf qui est réduit énormément. Bacon fumé au bois d'érable, puis cuit dans le sirop d'érable. Ça, voilà. Ça c'est une poutine. Et voilà les poutines. Un plat copieux dans une ambiance musicale typique. La journée ne pouvait pas mieux finir. J'ai toujours rêvé de manger de la poutine en écoutant Céline Dion. Et pour information, le fromage fait vraiment chouic chouic. Il est temps maintenant de repartir au Québec pour profiter des merveilles qu'offre en automne la forêt flamboyante et son reflet dans le bleu des lacs. Un privilège que nous font partager Antoine de Pressigou et Adrien Ponsard. Dire que certains pensent que l'automne est une saison triste. Ici, c'est tout le contraire. À cette période de l'année, sillonner les routes du Québec, c'est l'assurance d'en prendre plein la vue. Attention à votre tête. Pour apprécier le spectacle, Sébastien sera notre guide. Vous êtes mon copilote. Si j'ai un malaise, c'est vous qui pilotez. J'ai pas du tout de formation de pilote, moi. C'est pas grave, ça c'est facile Ça, comme une auto. Comme une voiture, ok. Pareil comme une voiture. Ok. Sébastien est pilote d'hydravion. Parfait, un gros merci, monsieur, bon vol. Cet appareil, capable de décoller depuis n'importe quel plan d'eau, c'est sans doute le meilleur moyen pour observer les arbres et leurs couleurs. On va aller au nord, dans le coin du lac Pékinac. Les couleurs sont vraiment belles en ce moment. Il y a beaucoup de petits lacs. 500 000 lacs, pour être précis. Le Québec, c'est le paradis de l'hydravion. Il n'y a pas de zone de contrôle, on n'a pas de tour de contrôle. On va où bon nous semble, on peut amérir à peu près partout. C'est la liberté totale, ce que vous dites. Exactement. Justement, nous décidons de nous poser. C'est plutôt technique, il faut être parfaitement aligné avec la surface de l'eau pour un amérissage en douceur. Sébastien a beau connaître parfaitement chaque centimètre carré de sa région, il s'émerveille à chaque fois de ses forêts comme s'il les voyait pour la première fois. Moi, je peux passer à la même place 10 ou 15 fois dans la même journée, puis mon regard sera jamais à la même place. Seul le sapin reste fidèle à sa couleur toute l'année, le vert. Les autres arbres semblent hésiter entre le jaune et l'orange. Et puis, il y en a un qui écrase presque tous les autres par sa beauté. L'érable, d'un rouge flamboyant. Pour observer les feuilles d'un peu plus près, nous avons rendez-vous en forêt. Arrêtez-vous de temps en temps pour vraiment profiter de la hauteur, sentir la hauteur. Cet engin peu conventionnel, le vélo volant, permet d'explorer la canopée. Alors regarde pas en bas surtout. Hein. À condition de ne pas avoir le vertige, Ah mais là on est super haut là. la balade est reposante. L'occasion parfaite pour se poser une question.
pourquoi les arbres changent-ils de couleur à l'automne? La chlorophylle, le pigment qui donne son vert au feuillage des arbres, diminue avec la baisse de l'ensoleillement et des températures. D'autres pigments, jaunes, oranges ou rouges, prennent alors le relais. C'était très sympa. Ça donne vraiment une perspective différente. La pluie commence à tomber. Abandonnons notre vélo pour nous mettre à l'abri dans un village à quelques kilomètres de là. Une petite pause café bienvenue nous permet de discuter des couleurs d'automne avec les habitants du coin. Les gens arrivent pour aller se promener dans la montagne, marcher dans les feuilles. On s'en lasse pas au bout d'un moment? Non, parce que ça ne dure pas assez longtemps. Ça ne dure pas assez longtemps, puis c'est pas toutes les saisons, c'est pas tous les jours. C'est juste une période courte, 15 jours. Dehors, la pluie s'est enfin arrêtée. Nous reprenons la route. Vous allez voir que le rouge flamboyant n'est pas uniquement l'apanage de l'érable. Moins connu, la récolte de la canneberge vaut vraiment le détour. La canneberge, c'est une petite baie qui se récolte de manière très particulière. Les champs sont inondés, les fruits étant creux remplis d'air, ils remontent à la surface et il n'y a plus qu'à les rassembler à l'aide de ces bouées. Les travailleurs tirent la canneberge vers la pompe à fruits. Alors la pompe à fruits, c'est tout simplement comme un aspirateur qui est dans l'eau, juste ici. Et vous voyez que la canneberge, là, elle s'en vient vers la pompe à fruits. Le Québec est l'un des plus gros producteurs mondiaux de canneberge. Il y a 80 fermes dans la région. L'année s'annonce exceptionnelle. Presque 200 000 tonnes devraient être récoltées. Une bonne partie sera envoyée aux États-Unis. La canneberge, cranberry en anglais, est très appréciée en jus ou pour accompagner la dinde de Thanksgiving. Elle confère au plat une pointe d'acidité et une belle couleur. Ce qui fait rougir la canneberge, c'est le froid la nuit, donc les nuits qui sont très fraîches et les belles journées de soleil. Donc la différence de température fait mûrir la canneberge. La journée touche à sa fin. Avant de vous retrouver demain pour la suite de ce voyage au Québec, nous voulions vous faire une belle déclaration. Nous avons cherché l'endroit parfait et nous l'avons trouvé. Profitons quelques secondes de cet été indien car au premier coup de vent, les feuilles tomberont, tout disparaîtra, puis l'hiver s'installera durablement. La suite de notre voyage à travers le Québec maintenant, après les magnifiques forêts aux couleurs flamboyantes que nous avons survolées hier, nous revenons au pied des arbres et au bord du Saint-Laurent pour observer une faune particulièrement riche. Antoine de Pressigou et Adrien Ponsard. Nous avons rendez-vous de bon matin. Donc vous voyez, tous les montants sont en bois. Donc tout ça, ça va être revu par le menuisier qui va... Voilà, vous avez entendu. La suite de notre voyage à travers le Québec maintenant, après les magnifiques forêts aux couleurs flamboyantes que nous avons survolées hier, nous revenons au pied des arbres et au bord du Saint-Laurent pour observer une faune particulièrement riche. Antoine de Pressigou et Adrien Ponsard. Nous avons rendez-vous de bon matin. Tu sais que du coup. Cela pique un peu. Bonne recherche. Mais pas autant que ce jus de canneberge acheté la veille. Un peu acide, ouais. Un peu, hein. On le boit tout. Nous voilà bien réveillés pour attaquer la mission du jour, l'observation de la faune du Québec. Jean-Simon est notre guide. Il est photographe animalier. J'ai vu un ours noir sur le côté d'un bâtiment. Quand j'ai avancé, il a disparu. Un ours, après seulement quelques secondes de route, incroyable. Nous le suivons à travers les buissons et longeons ces maisons inhabitées. Le côté gauche du bâtiment. Aïe, c'est un porc-épic. Un gros rongeur solitaire, reconnaissable à sa démarche nonchalante, sa touffe sur la tête et ses milliers de piquants sur le dos. Quand on est à une bonne distance, une tache noire comme ça, on peut penser que c'est un dos d'ours noir. Comment on a pensé? Ouais, en fait, c'est lui. Ouais.
laissons-le partir et poursuivons notre exploration. À notre passage, cette gélinote a l'air intriguée. Elle a raison d'être méfiante car à quelques mètres à peine, un renard rôde. Il a attrapé une petite musaraigne. Jean-Simon veut prendre une photo, il tente une approche. Des renards, il y en a en Europe. Mais c'est plutôt rare de les observer de si près. C'est vraiment intéressant de l'avoir vu chasser. Ah ouais? Il avait l'air d'être assez peu farouche. Ouais, c'est un jeune de l'année. La lune est encore bien visible. Mais le jour se lève et les chances de croiser un animal s'amenuisent. Nous avions presque perdu espoir quand soudain, un léger craquement. On est passé tout près d'une femelle sans la voir, mais elle est à quelques mètres de nous. Une femelle orignale, un animal emblématique du Canada. Autour de son cou, une balise GPS. Les chercheurs s'en servent pour suivre certains spécimens dans les environs. Quand les orignaux baissent leurs oreilles à l'arrière, qui nous regardent, qui restent fixes, c'est souvent pour nous signaler qu'on les dérange ou qu'on est dans le chemin. Donc, on va lui laisser beaucoup d'espace, on ne va pas la stresser pour rien. À notre grand regret, nous n'avons pas vu de mâle ce jour-là. Alors en voici, filmés par Jean-Simon. Ils en imposent avec leur bois. Certains orignaux pèsent plus de 600 kilos. Ici, dans le parc national Forillon, à l'est du Canada, la plupart des espèces qui peuplent les forêts boréales sont représentées. Le Québec, c'est le terrain de jeu parfait pour les photographes animaliers. Au Québec, on a une grande chance d'avoir énormément de territoires sauvages. Je pense que je vais passer la majorité de ma carrière de photographe animalier dans le Québec, mais surtout dans le nord du Québec, les endroits plus reculés. J'ai pu voir la dernière grande arbre de caribou. J'en ai vu des milliers. Nous devons reprendre notre voyage, car notre tournage suivant a lieu à 500 km de là. Sur les routes du Québec, les animaux sont si nombreux qu'il vaut mieux garder les yeux bien ouverts. Le pied sur la pédale de frein. Surtout lorsque l'on voyage de nuit, il n'est pas rare d'observer, ou de se faire observer, c'est selon, par des billes scintillantes, dissimulées derrière un buisson. Le lendemain, nous abandonnons la voiture pour embarquer sur un bateau. Au programme, excursion sur le Saint-Laurent, ce grand fleuve qui traverse le Québec. Le temps s'est couvert, le vent est glacial, mais les baleines sont au rendez-vous. Wow, juste à côté de vous. Ah oui, super. Magnifique. On a vu la tête, c'est fun. C'est impressionnant parce que bon, bah, après, on le voit pas longtemps, mais bon, c'est vrai que c'est quand même des gros animaux, quand même, voilà. On avait à peine démarré qu'on a déjà vu les baleines. Vous avez dit qu'il faut attendre 1 heure, bon, c'est bon. Non, c'était bon. Mais même si ce matin les baleines sont très nombreuses, prendre une belle photo est un sacré défi pour ce groupe de Français venus de Nantes. Les mammifères ne sortent qu'une petite partie de leur corps pendant 2 ou 3 secondes tout au plus. C'est pas terrible, hein. Il est où? Ah oui, c'est le dos hein, qu'on voit. Mais après, il faut regarder, il faut observer. Enfin voilà, c'est compliqué quoi. C'est compliqué d'avoir un petit souvenir. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau visuel, c'est fantastique quoi. Petit rorqual, baleine à bosse, baleine bleue, grand rorqual commun, tous viennent ici pour la même raison. Bien, les baleines, chaque année, arrivent dans le coin entre, on dit le début de l'été, mai, juin, juillet, pour manger. C'est une zone d'alimentation. Des fois, on a la chance de parcourir le coin en 3 heures et de voir 6, 7 espèces, des fois dans une seule croisière. D'ailleurs, notre conversation avec la guide est à peine terminée. Il y a des phoques gris qui sont là-bas. Alors, surveillez bien, on va s'approcher un peu.
Alors, le phoque gris, gros grand comme un ours noir à l'âge adulte. 3 mètres, 350 kilos, ils sont très costauds. Leur population tourne autour de 400 000. Rares sont les journées où on n'a pas de phoque gris dans le coin. En revanche, beaucoup plus rares, Ils sont arrivés un peu comme des surprises. des belugas accompagnent la fin de notre excursion sur le Saint-Laurent. Les adultes sont en blanc, facile à voir. En gris, ce sont les plus jeunes. Demain, pour la suite de notre voyage, nous n'irons pas bien loin, car il y a encore beaucoup d'autres choses à voir dans les parages. En route maintenant pour le Québec, où nos correspondants ont posé leurs caméras cette semaine, vous le savez. Objectif aujourd'hui, remonter le Saint-Laurent, l'un des plus grands fleuves d'Amérique du Nord. Antoine de Pressigou et Adrien Ponsard ont rencontré celles et ceux qui ont la chance de vivre sur ces berges majestueuses. Si vous avez le vertige, un conseil, restez bien accrochés à cette passerelle. Elle surplombe la chute Montmorency, 83 mètres de haut, c'est 30 de plus que les chutes du Niagara. Ce matin, quelques touristes français ont eu le courage de s'y aventurer. Mon père vient de me dire que oui, il n'était pas très rassuré, qu'il avait un peu de vertige. C'est impressionnant quand même là, ça. Ouais, vertige non, mais c'est impressionnant, il y a un peu de débit, c'est ça qui est sympa. Nous sommes à quelques minutes à peine de la ville de Québec. Cette chute, c'est le point de départ de notre voyage du jour. Comme elle, nous allons nous jeter dans le Saint-Laurent, ou plutôt suivre son cours jusqu'à l'embouchure. Vous reprendrez bien une petite dose de couleur d'automne, non ? Premier arrêt, Kamouraska, un village situé sur la côte sud du Saint-Laurent. C'est sans doute l'un des plus beaux du Québec. Daniel y est né il y a 59 ans, il ne l'a jamais quitté et profite de cette journée ensoleillée pour réparer sa cabane. On va venir prendre un petit verre de vin le soir au coucher de soleil. Tu voulais me parler du fleuve Saint-Laurent? À marée basse, le fleuve est à peine visible depuis son jardin, mais à marée haute, le paysage se transforme. Ici, dans les grandes marées, ben, l'eau frappe après le mur de béton. Vous apercevez des pêches anguilles, justement. La pêche à l'anguille, curieux, nous allons jeter un œil. Mais vous allez bien? Oui. Alors, Oui. la pêche est bonne ou pas pour le moment? Oh, là, il y en a deux aujourd'hui. C'est une anguille d'à peu près. Si je vous dis, je parle en livre, vous autres, allez vous comprendre. Je dirais que c'est une anguille moyenne, ça, d'à peu près 2 kilos. Là. À chaque automne, les anguilles reviennent dans le coin. Alors c'est un rituel. Simon vient vérifier ses pièges 2 fois par jour. L'endroit est stratégique. À ce niveau du Saint-Laurent, l'eau douce devient salée. Les anguilles, un peu déboussolées par ce changement brutal, se regroupent sur les rives, se prennent dans les filets et se dirigent vers les coffres quand la marée se retire. Simon a construit tout cela avec ses mains. C'est artisanal, mais très efficace. Ça, c'est une plus petite, là. Ça a l'air de glisser. Il y en a juste 2, là, mais cette nuit, il y en avait une vingtaine. Là. Ça dépend beaucoup des marées, là. Dans quelques jours, Simon devra tout enlever avant l'arrivée de la glace, alors il fait des réserves. On en transforme beaucoup fumé pour vendre localement. On fait aussi des mérines, puis on fait 4 variétés de saucisses. Avant de reprendre notre route vers l'embouchure du Saint-Laurent, nous avions prévu de faire un bref détour par l'intérieur des terres et la forêt. Mais en chemin, de grands oiseaux blancs ont transpercé le ciel devant nous et attiré notre attention. Nous pensions les avoir perdus quand soudain, dans un champ, un bruit assourdissant. Originaires d'Arctique, les oies des neiges se regroupent et redescendent vers le sud pour y passer l'hiver. Leur voyage est long, plus de 5000 km.
Alors en chemin, elles font halte dans les champs de maïs de la région pour reprendre des forces. À condition d'être au bon endroit, au bon moment, il est possible de les apercevoir avant leur grand départ. Notre migration à nous mène non loin de là, au cœur d'une forêt d'érables. Impossible de visiter la région sans parler du sirop. Le Québec, c'est 3/4 de la production mondiale. Donc alors ici, vous avez l'entaille de cette année. On insère l'adaptateur, puis on vient planter le chalumeau. Ça permet à la sève de s'écouler au travers la tubulure. Il doit y avoir une vingtaine de kilomètres de tubes. De petits tuyaux reliés à des plus gros qui conduisent la sève jusqu'à la ferme, appelée ici la cabane à sucre. Il y a 4 classes de sirop distincts. Donc vous voyez, on part du plus clair jusqu'au plus foncé. Celui-ci, c'est le doré, le ambré, le foncé, le très foncé. Plus la récolte se fait tard dans la saison, plus la robe du sirop s'assombrit et son goût se renforce. Nathalie est originaire de Belgique. Avec son mari québécois, elle a repris cette érablière il y a une vingtaine d'années. Depuis, les deux partenaires tentent des expériences. Leur dernière création, du vin de sirop d'érable, vieilli en fût de 5 à 20 ans. Merci. Ah oui, c'est liquoreux. À l'apéro, avec tout ce qui est rillettes, les noix, etc., ça marche très bien. On va avoir un profil aromatique qui est fruité, qui est riche, qui est rond. On est à 16% d'alcool. La fermentation, c'est ça qu'elle va apporter. Elle va magnifier le potentiel aromatique de l'érable et elle va lui permettre d'exprimer beaucoup de notes qu'on ne perçoit pas dans le sirop. Donc, santé! Quelques gorgées, pas plus, car notre destination est à 6 heures de route. Dans une vieille campagne, il y avait une maison bâtie près d'une montagne qu'on laissait à l'abandon. Cette vieille maison grise où ont vécu mes parents apportait bien des surprises et des souvenirs joyeux. Face à nous, enfin, la baie du Saint-Laurent se dévoile. Nous voici arrivés à l'extrémité est du Québec, un petit village nommé Percé qui doit son nom à cet immense rocher de 88 mètres de haut et à son arche. Laissons la voiture ici, car demain, pour la fin de notre voyage au Québec, nous n'en aurons pas besoin. On continue à voyager avec la suite et la fin de notre escapade de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois au Québec. Aujourd'hui, Adrien Ponsard nous emmène dans les îles de la Madeleine, au cœur de la baie du Saint-Laurent. Des falaises de grès rouge, des plages de sable blanc et des dunes, un superbe refuge pour tous les amoureux de la nature. C'est la dernière étape de notre voyage. Une fois au bout du Québec, un seul moyen pour aller plus loin, c'est l'avion. Il nous emmène sur un archipel perdu au milieu du golfe du Saint-Laurent. Nous les apercevons enfin, les îles de la Madeleine, ces dunes de sable. Le lendemain matin, nous partons explorer les lieux. Ces petites taches de couleurs éparpillées, c'est ce qui fait l'identité des îles. Les gens du coin appellent cet endroit le Havre aux Maisons. Très vite, nous rencontrons l'un de ses habitants. Comme on dit en bon québécois, c'est le temps des faucons. Le temps des faucons? Ça veut dire? Ça veut dire faucon. Faucon se prépare pour l'hiver. Pouvez-vous tenir le boulot de la brouette? Alors, faut qu'on s'y mette, nous aussi. Ah, on va aller se débarrasser de ça au bout du cap. Claude est à la retraite. Il nettoie son jardin avant que l'hiver n'arrive. C'est rarement plus froid que 10 sous 0. Moins rude que dans les terres. C'est moins froid, mais c'est beaucoup plus venteux. Il n'y a pas d'abri contre le vent ici. Ça, c'est mon épouse, Françoise Richard. Françoise est native des îles. Comme je vous disais,
La Maison Bleue qui est là-bas, c'était la maison de son grand-père. Elle l'a quitté à ses 16 ans pour étudier sur le continent. Mais comme tout le monde, elle a fini par revenir. Car comme les habitants le disent, on peut sortir la fille des îles, mais on ne sort pas les îles de la fille. On avait décidé qu'on viendrait vivre notre vieillesse aux îles. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que c'est plus tranquille, c'est plus relax. Même mon petit chat, il est heureux, il se roule. Il se roule dans la terre. Il existe un point charmant dans les eaux de l'Atlantique. Il est à la Stéphanie. Ne nous attardons pas trop longtemps. Nous avons rendez-vous avec l'heureux propriétaire d'un cul pointu. Bonjour, Claude. Oui, c'est Claude. Salut. Vous êtes le propriétaire du cul pointu? Oui, propriétaire, c'est moi qui m'en occupe du cul pointu, oui. Voilà, initiateur du projet de construction du cul pointu. Alors on va aller le voir? Ouais. Attention, ça peut glisser. Un petit bateau en bois, à l'arrière, pointu. Le bateau de pêche traditionnel des îles. C'est des bateaux qui servaient pour faire la pêche au hareng, la pêche au maquereau, la pêche au homard. C'était quand même des petites embarcations, donc c'était des bateaux côtiers. Mais c'était des bateaux qui étaient efficaces pour l'époque. Dans les années 60 encore, les pêcheurs sortaient en mer, à 2 ou à 3, sur ce type de barque. Tant qu'à être ici, il va essayer de le partir. Depuis, les culs pointus ont disparu. Mais Claude et quelques-uns de ses copains ont construit cette réplique. Quand il y en avait de la pluie ou qu'il y avait des vagues qui embarquaient à bord, mais ça ici, c'était la pompe pour pomper le fond de cale. Donc, ils pouvaient gouverner et pomper en même temps. Aujourd'hui, on n'y va pas? Aujourd'hui, c'est un peu venteux. Ça sera quand même possible, mais ça sera peut-être pas agréable. Reste là, bouge pas. Nous tentons quand même un petit tour. Qu'est-ce qui est vraiment unique aux îles? Les gens. Les gens qui y vivent. On dit aux îles qu'on n'a pas l'heure, on a le temps. Donc, on essaye de ne pas avoir la frénésie de la ville ou des choses comme ça. Très vite, nous retournons à quai. Viens là, mon beau, viens là. Face au vent, face aux vagues, ces falaises de grès rouge s'effritent. Le paysage change sans cesse. La mer ne gèle plus, les tempêtes hivernales sont féroces. 10 jours plus tôt, un ouragan frappait les îles. Survolons encore ces dunes de sable. Elles attirent ici plus de 60 000 visiteurs chaque été. 300 km de plages de sable blanc, de sable fin. Le soleil se couche. Nous croisons le chemin de cet ancien pêcheur. Bertrand Desraspes est une célébrité ici. Musicien, il est allé chanter les îles jusqu'en Europe. Pour moi, l'hiver, c'est la meilleure saison. L'automne, l'hiver, c'est l'amour, c'est des chansons, c'est la musique. L'hiver, c'est l'âme des îles, de façon. Voici Bertrand Desraspes en musique avec l'âme des îles. Salut tout le monde, des îles de Madeleine. C'est l'heure pour nous de quitter le Québec. Des souvenirs plein les yeux. L'hiver est l'âme des îles.